C'est notre froid. Je vais chercher mon. Mhm, 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 mhm. Euh. Et au niveau de responsabilité, c'est comment ça commence et comment ça termine. Skipper. Alors, l'origine de skipper, c'est donc le mot anglais qui veut dire barreur. C'est celui qui barre. Ah, Mais par extension, c'est celui qui est responsable du bateau, enfin, du cheminement du bateau. Bon, l'équivalent, donc, c'est soit capitaine, soit commandant, suivant, ça fait marine marchande, marine militaire ou marine de pêche, ou voilà. Euh, dans les, Au niveau des yachts, là, c'est capitaine. Pourquoi? Parce que c'est le nom du brevet. Capitaine 200, par exemple, oui, c'est un brevet. Et donc, bah, tu es employé comme capitaine. Voilà. C'est pas marqué skipper dans les contrats. Voilà. mais s'il a des problèmes euh, au mer, c'est qui Ouais, est bah, le responsable. le capitaine ou skipper, ça dépend comment on nomme. Moi, j'aime mieux capitaine. Bon. Eh bien, c'est lui qui est responsable complètement de ce qui arrive à bord. Et responsable moralement, bien évidemment, mais pénalement également. Mais et quand tu arrives dans un endroit, euh, ça change la responsabilité, ça change quand tu fais les docking. Après ça, tu es toujours en charge. Alors, oui, il faut savoir que tu es responsable de ton équipage dans les escales, y compris du comportement à terre, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est que tu peux décrire ton relation avec la mer, euh, pas poétiquement, mais honnêtement, à toi, ton relation personnelle avec la mer. Bah, c'est avant tout mon métier, hein. Sur différentes facettes, hein. Aussi bien à la pêche que qu'en plaisance. Et par la suite, quand j'ai quand j'ai arrêté de naviguer pendant un moment, j'ai toujours travaillé dans le domaine maritime. Donc c'est une culture maritime. C'est complètement central pour moi. Et que- qu'est-ce que la mer demande de toi que la terre ne demande pas? Bah, la mer est un terrain assez spécial qu'on pourrait comparer à la haute montagne. C'est un métier, c'est un endroit où l'homme est rarement le bienvenu, quoi, hein. C'est généralement hostile, froid, humide. Enfin bon, il n'y a que des désagréments. Mais derrière, la récompense est à la hauteur. C'est-à-dire que quand tu arrives à concrétiser quelque chose dans ce milieu-là, oui, c'est un élément de fierté, bien évidemment. Euh, Quand je dis que c'est comparable à la haute montagne, euh, c'est complètement vrai, parce qu'on retrouve beaucoup de montagnards à naviguer et beaucoup de navigateurs à faire de la haute montagne. Mais la mer, toujours, ça tient une peur pour toi. Même après toute ton expérience en mer, il y a quelqu'un qui, qui fait peur avec la mer. Alors, peur, c'est pas le nom. C'est pas le mot que j'appliquerais. C'est-à-dire que tu peux pas vivre en permanence avec la peur quand tu navigues dans ce milieu-là. Non. Les mots qui me viennent, c'est respect, c'est
voilà, c'est quelque chose qu'il faut. La mer est un environnement excessivement exigeant qui pardonne rarement les erreurs, hein. C'est-à-dire que ouais, tu payes cash tout de suite, hein. Et donc, effectivement, ou tu apprends très vite, ou tu arrêtes, quoi, hein. Donc, moi, j'ai eu cette idée de m'entêter, on va dire, hein. Et, j'ai bien sûr trouvé mon compte. Et tu peux raconter une histoire qui t'a vraiment appris une leçon de la mer. Il n'y a pas d'histoire particulière à raconter, c'est quasiment journalier. C'est-à-dire, tous les jours, tu apprends quelque chose. Ou de la météo, ou de ton bateau, ou de ton équipage, ou- tous les jours, tu apprends. C'est pour ça qu'on s'ennuie jamais d'ailleurs. On ne peut pas t'ennuyer à faire ce métier-là parce que l'apprentissage est permanent. Et avant de faire une expédition, un voyage comme celui-là, euh, il y a le question qui tu penses au lieu de dormir. Alors c'est assez, oui, c'est assez prenant. Non pas trop dans l'organisation. L'organisation, elle obéit à des règles. Bon, il y a des choses qu'il faut faire avant les autres. Aller doucement, par moment, savoir mettre la pression quand il faut, prendre toujours le temps de réfléchir, bien sûr. Mais je dirais que c'est peut-être maintenant qu'on aborde une phase où, qui va être très difficile pour moi, en tant que je veux dire, responsable du projet quelque part, eh bien, c'est de savoir si ça va aller au bout. Alors, on saura si ça va au bout que quand on sera au bout. Et pas seulement techniquement. C'est aussi vrai sur le financement, etc. C'est-à-dire que là, on va engager la confiance de gens qui sont tous importants. Tous les contributeurs seront importants. Mais, euh, mais bien sûr que c'est un engagement qu'on prend et qu'on n'est pas sûr de tenir à 100%. Et il y a toujours un risque. C'est évident. Tout le temps qu'on n'a pas engagé cette confiance, c'est plus tranquille. À partir du moment où cette confiance-là est engagée, ça va devenir un peu plus problématique, ça c'est sûr. Mais ça fait partie du jeu. Ouais. Et il, te- c'est quoi le, à ton avis, ça, si on n'arrive pas à faire ça, c'est, en fait, je ne sais pas le mot opposite de succès. C'est quoi ça? Échec. Un échec. Qu'est-ce que ça veut dire? Un échec, ça paraît quoi dans ce projet pour toi, un échec? À partir du moment où on envisage l'échec possible, euh, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Par contre, ce ne sera jamais un échec, c'est la succession de choses qui n'arrivent pas au bon moment, voilà. Et, euh, et comme on apprend des échecs, bah, c'est grâce à ces échecs-là qu'on va arriver à avancer, quelque part. Et donc, l'échec en soi ne me fait pas peur. Il faudra qu'on apprenne, qu'on vive avec, et que, voilà. Et le grand risque, ce serait que on, on mette trop de temps à faire de la préparation et qu'on n'arrive pas à tenir le rythme quelque part un peu le suspense qu'on va créer à- dans le montage, etc. Bien sûr que on a un ennemi majeur qui est le temps. Et il va falloir qu'on fasse. On a déjà pris
pris un an de retard, on va dire, il ne faudrait pas qu'on en prenne deux, quoi. Donc, le filet de sécurité est plus là, quoi. Donc, oui, c'est assez pesant. Et l'échec ne pourrait venir que de ce manque de temps. Ouais. Mais on parle des gens de l'équipe. Ils sont pas très, ils sont pas, ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Ils ont des expériences et des spécialités, bien sûr, Mm. mais ils n'ont pas vraiment les expériences euh, navigueurs et choses comme ça. Mais quand vous avez l'expérience de travailler avec les gens qui n'ont pas l'expérience, Mm. et c'est quoi le problème majeur que les gens comme ça, qu'ils ne prennent pas le ils underestimate la mer. Tu comprends? Bah, je sais pas si je comprends exactement, mais le, le problème, il est relativement simple. C'est-à-dire, le choix de l'équipage n'est pas fait sur l'expérience, mais il est fait sur la capacité à apprendre. Et je sais que tous les gens avec qui je vais naviguer sont des gens qui apprennent vite. Ils ont toujours été habitués à apprendre vite. Donc, première chose, ça, c'est hyper important. Deuxième chose, on va démarrer sur, on va dire, le facile. Le facile, c'est une transat Mindelo-Boston sur environ 3 semaines. Et, euh, et là, on va avoir le temps d'apprendre dans l'immersion totale à faire des quarts, à faire des manœuvres de prise de riz, euh, voilà, et surveillance du bateau, surveillance mécanique. Oui, ça, chacun va prendre une part de responsabilité là-dedans. Et, euh, et moi, j'ai absolument aucun doute sur la, la- la qualification que cet équipage va avoir au bout de 3 semaines, déjà aux 3 semaines de traversée jusqu'à Boston, plus les quelques semaines avant d'arriver dans le Grand Nord, où là, oui, il va falloir être au top. Mais moi, j'ai aucun doute là-dessus. Je sais que l'équipage sera au top au moment où il faudra vraiment, vraiment donner le meilleur de chacun. Ça, c'est sûr. Mais comment tu diriges les peurs et les tensions dans une équipe euh, euh, si tu ne peux pas le montrer toi-même? Le maître mot là-dedans, c'est la cohésion d'équipage. C'est-à-dire que effectivement, il y aura des gens qui vont craquer à un moment, peut-être, hein, mais rarement tout le monde en même temps, quoi. Ça, ce serait pas gérable. Mais bien sûr qu'il y aura des coups de mou, etc. Et ça, c'est le problème de la cohésion de l'équipage, qui est primordial. Savoir que on est tous là pour épauler en cas de mou, en cas de flottement, en cas de doute. C'est ce qui s'appelle faire un équipage. Alors, personnellement, c'est ma mission principale dans les 3 premières semaines, c'est-à-dire créer cette cohésion, cette équipe au service d'un bateau. Parce que c'est quand même le but, c'est servir le bateau. Alors, quand on parle de 4 Cape Challenge, c'est- pourquoi cette expédition est différente que les autres passages que vous avez fait? Bah, déjà, c'est des mers dans lesquelles j'ai jamais eu l'occasion de naviguer. Donc oui, ce sera une première. Mais à chaque fois, c'est une première. Bon, euh, Parce que même si on a un avis, si on connaît ces mers-là, c'est pas forcément, on les a pas forcément pratiquées aux mêmes époques de l'année, etc. Et c'est toujours différent. C'est toujours différent. Je mets de standards là-dedans. Donc, c'est au fur et à mesure qu'on découvre les choses. Et les problèmes, même s'ils semblent assez complexes, il suffit de les prendre hein, bout par bout, jour par jour, et puis ça finit par le faire.
il mange l'oiseau, il laisse. Oui. Mais alors, quelle échelle, quelle partie de l'expédition qui, qui te concerne le plus et pourquoi? Passage du Nord-Ouest, parce que il n'y a pas beaucoup de bateaux qui l'ont fait. Ça reste quand même quelque chose de spécial. Le restant est un peu plus classique, entre guillemets, hein, mais je veux dire, classique, non, un peu mieux connu, on va dire. Mais il n'empêche que, encore une fois, on rencontrera jamais les mêmes conditions au même moment, et chaque passage du Horn, par exemple, il est différent. Et jamais tu passes deux fois le Horn dans les mêmes conditions, ou exceptionnellement. Mais voilà, la descente du Pacifique, elle est assez piégeuse aussi, hein. C'est des météos très changeantes. Faudra adapter. La première chose à arriver à faire, on va dire, en dehors de cette cohésion d'un équipage qui doit être au service du bateau, ça c'est absolument sûr. La deuxième, c'est la confiance que l'équipage va avoir dans ce bateau. Et là, à un moment donné, il va bien falloir tester des limites. Et quand on a fait ces limites-là, que la confiance dans le bateau existe, alors dans ce cas-là, tout est permis. Tout est permis. L'équipage a confiance dans son bateau, et je dirais que le bateau a confiance dans l'équipage. Quelque part, c'est quelque chose de vivant, hein, un bateau. Donc, c'est une symbiose, hein, qui se fait, hein. Et ça se vit comme ça. L'équipage va le vivre comme ça. C'est quoi les choses, une chose que tu penses qui va passer sans les entrées, sans les yeux des autres, qui veut dire que toutes les choses, et ça marche bien? Le baromètre, c'est le moral de l'équipage, hein. Voilà, ça, se- si, ça, se- si tous les éléments s'enchaînent, alors je dirais pas sans accroc, parce qu'il y en aura fatalement, c'est sûr, mais où on saura résoudre rapidement les problèmes, et qu'on verra qu'on sera réactif, et que, euh, et que ça se passe bien malgré tout, eh bien, le moral de l'équipage est là, quoi. C'est le baromètre, ça. C'est le baromètre. Et combien euh, que tu as confiance dans la technologie moderne euh, aux mers? Les technologies modernes, c'est jamais une aide à la décision, une cartographie précise, bien évidemment. Tout ça, c'est à prendre en compte. Mais au départ, c'est avant tout un bateau, des voiles, un équipage. Le restant, voilà, c'est accessoire. Euh, les gens naviguaient avant avec un compas et puis une montre, hein. Alors évidemment, on ne va pas négliger la technologie, c'est évident. On va en profiter un maximum. Mais même en cas de panne de cette technologie-là, ça reste quelque chose je veux dire, on n'est pas perdu en mer si la technologie n'est plus là, quoi. Alors, tu penses qu'il y a c'est dangereux d'être plus reliant sur la technologie aux mers? J'ai pas compris. Euh, il y a un danger d'être euh, d'un besoin de cette technologie plus que le jugement. Ça va arriver aux mers, les gens qui vont arriver, ils pensent qu'il a le sat-nav dans une voiture, il peut aller partout. Je pense que ça va être un problème aux mers, avec les gens qui ont le plus de confiance qu'ils ont besoin à cause de la technologie. Voilà, ce qui va jouer, c'est l'expérience, là, du coup. Parce que, bon, personnellement, j'ai navigué avant que le GPS existe, hein.
malheureusement pour moi, euh, où il y avait des liaisons radio qui étaient hypothétiques, où on avait des moyens de localisation qui étaient dans les bons jours 200, 300 mètres. Voilà. Alors que maintenant, on navigue avec des précisions métriques. Bien évidemment, c'est un progrès. Mais on peut très bien naviguer en sachant à 300 mètres près où on est, voire même beaucoup plus, hein. Donc, non, ça gêne pas. Par contre, on monte les niveaux de vigilance. Ah, c'est sûr qu'on ne fait pas un atterrissage de nuit comme on pouvait le faire, comme on peut le faire maintenant, en faisant confiance aveugle aux instruments. Ce qu'il faut éviter de faire, de toute façon. Donc, vaut mieux arriver de jour avec une visibilité correcte et un temps manœuvrant. Sinon, bah, on reste à la mer, hein, et puis on attend que les conditions deviennent favorables. Et puis voilà. Alors c'est sûr que cette technologie-là permet de gagner un peu de temps, quand même. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est c'est pas pour ça que, euh, que c'est pas faisable autrement. C'est toujours faisable. Dans un voyage long comme celui-là, et pour un skipper, c'est quoi le moment, c'est quoi les instants qui vous êtes seul? Quand j'ai expliqué pas en français. C'est quoi le moment le plus que vous êtes le plus seul, le plus c'est que toi. C'est quoi le moment qui arrive dans une expédition longue comme celui-là? Il y a rarement en équipage d'instants de solitude. On partage les décisions. Bien évidemment, à un moment donné, faut trancher sur une décision. Mais généralement, on en parle. Enfin, je veux dire, c'est un travail de communication permanente à l'intérieur de l'équipage. Et une décision n'est prise que si elle est comprise, si elle est acceptée, bien évidemment. Donc, il y a rarement l'aspect solitaire du capitaine qui... non, ça existe pas. Pour moi, ça n'existe pas. Parce que c'est un travail d'équipe. C'est une équipe. Un équipage, c'est une équipe où chaque chose doit être réglée, et voilà. Alors, quand on quitte Mindelo pour commencer ce voyage, et tu tournes et tu regardes Saint Vicente en train de disparaître comme ça, qu'est-ce que tu veux penser? Qu'est-ce que Ouais, je regarde rarement derrière, moi. C'est pas voir disparaître Saint Vicente, c'est plutôt regarder devant les réglages et comment ça marche. Voilà. Et le fait de perdre de vue la Terre peut arriver très vite ici, hein, sur Vicente. Bon, on peut très bien, au bout de 2 heures, plus voir la Terre. Donc, non, non, mais regarder la Terre disparaître, c'est pas mon truc. Non, non. Je cherche plutôt à regarder devant ce qui se passe. Voilà. C'est tout. C'est tout bête, hein. Alors, bon, c'est un terminé là, c'est très bien. Alors, c'était bien. On a appris beaucoup.